Hulda Hansen est dans l'attente angoissée du retour de son fiancé marin-pêcheur lorsque lui arrive un bien inattendu billet de loterie. Ce nouveau roman de Jules Verne s'ouvre au sein d'une auberge située dans le Télémark en Norvège. Une région sublime, unique au monde par les beautés naturelles qu'elle renferme, nous affirme Jules Verne. Mais étonnamment, et pour la première fois, les héros que nous allons suivre dans cette aventure ne font pas de grands voyages et ne vivent aucune aventure extraordinaire. Jules Verne fait d'ailleurs remarquer à son éditeur qu'il a rompu avec ce qu'il dit être ses errements habituels en ne faisant pas le roman du jeune marin perdu, mais celui de ceux qui le pleurent. C'est en effet l'histoire d'une famille qui est dans l'attente d'un jeune marin pêcheur, Ole Kamp, parti à Terre-Neuve il y a près d'1 an pour une campagne de pêche. Un membre de la famille Hansen l'attend avec une impatience non dissimulée. C'est Hulda, une charmante jeune fille de 18 ans, une blonde, avec cette physionomie un peu mélancolique des filles du Nord. Hulda Hansen est la fiancée de Ole, et juste avant le départ du marin, ils s'étaient fiancés et Ole avait juré d'épouser Hulda à son retour. Hulda vit avec son frère Joël et avec sa mère Dame Hansen. Toute la petite famille dirige l'auberge dont la réputation est grande. Des voyageurs viennent en effet de loin pour profiter des services de cet établissement si bien tenu et d'où une vue splendide permet de découvrir un paysage montagneux grandiose. Joël, un vigoureux jeune homme qui a eu l'occasion de prouver son sang-froid lors d'un combat avec un ours, exerce le métier de guide de montagne, entraînant les touristes sur les chemins escarpés du Télémark. Au moment où commence notre histoire, alors même que Dame Hansen et Hulda étaient sur le point d'aller se coucher, quelqu'un frappe à la porte. C'est un jeune garçon qui amène un courrier à Hulda, une lettre de Ole. Que l'on imagine l'émotion de la jeune amoureuse en lisant enfin des nouvelles de son fiancé qui lui annonce que le voilier sur lequel il est embarqué s'apprête à quitter Saint-Pierre-et-Miquelon. Son retour n'est désormais plus que l'affaire de quelques semaines. Dans sa lettre, il annonce qu'il a comme un pressentiment qu'une fortune doit l'attendre à son retour, mais ça, c'est pour l'instant son secret. Cette partie de la lettre intriguait Hulda. Mais ce qui lui importait surtout, c'était de savoir qu'elle allait bientôt pouvoir épouser celui qu'elle aime profondément. Que l'on imagine la joie dans l'auberge en pleine préparation du mariage. Il a été convenu que la demoiselle d'honneur serait la grande amie d'Hulda, une ravissante jeune fille du nom de Siegfried, pour laquelle Joël a aussi des sentiments profonds et partagés. Bref, tout irait pour le mieux si ce n'est le comportement étrange, triste et secret de leur mère, Dame Hansen, qui semblait garder pour elle seule des soucis qui la rongeaient. Les tourments de Dame Hansen seront encore plus forts lors de l'arrivée d'un voyageur à l'auberge, un certain Sandgoist, un habitant de la ville de Drammen. Ce Sandgoist a un comportement sans gêne dans l'auberge, faisant comme s'il était chez lui. Mais, très étrangement, au moment de son départ le lendemain, Dame Hansen, sous les yeux interloqués d'Hulda, décide de ne pas faire payer cet étrange voyageur. Il y avait là un secret menaçant pour la famille qu'Hulda ne manque pas de confier à son frère Joël, qui revient alors tout juste d'un périple. Mais il y a plus grave pour l'heure. Ole n'est toujours pas revenu de sa campagne de pêche. Hulda commence à avoir des craintes, mais Joël est rassurant et lui propose de l'accompagner dans une randonnée en montagne. Le lendemain, les deux jeunes gens arrivent devant une chute d'eau majestueuse de 900 pieds de hauteur. Soudain, ils entendent des appels au secours. C'est un touriste qui a chuté et qui est dans une posture dangereuse au-dessus du vide. Joël et Hulda, au péril de leur vie, sauvent cet homme. Celui-ci se nomme Silvius Hogg. C'est un personnage connu, apprécié, aimé et honoré en Norvège.
Professeur de législation, député au Parlement, cet homme généreux et doux a un caractère très indépendant et fort. Pour se soigner de ses blessures, Silvius Hogg va séjourner à l'auberge de Dame Hansen. Progressivement, une amitié profonde et sincère le relie à Hulda et Joël. Et lorsqu'il comprend dans quel état d'esprit se trouve la jeune fille, folle d'inquiétude de ne toujours pas voir arriver Hall, il décide de tout faire pour avoir des nouvelles du jeune marin et de son voilier. Son retard commence en effet à être inquiétant, ce d'autant que de violentes tempêtes ont secoué les mers ces derniers temps. Silvius Hogg considère qu'il a une dette envers ces deux jeunes gens. Il écrit lettre sur lettre aux autorités et à l'armateur pour avoir des nouvelles et enclencher des recherches. Enfin, un soir, Silvius reçoit un courrier du directeur de la marine, lui annonçant le naufrage du navire tant attendu. Seule une bouteille à la mer avait été retrouvée, et dans cette bouteille, un mot écrit de la main même de Hall. C'était un mot d'adieu pour sa fiancée, lui disant que ce billet sur lequel il écrivait était toute sa fortune qu'il confiait à Hulda. Ce papier était un billet de loterie portant le numéro 9672 et dont le tirage doit se faire le mois prochain avec pour premier prix un lot avec la somme extraordinaire de 100 000 marks. Silvius Hogg était anéanti. Hulda tomba dans les bras de Joël. Il n'y avait désormais plus de doute sur la réalité de cette catastrophe. Et maintenant, on ne s'étonnera pas de l'effet qui se produisit chez les lecteurs de journaux en apprenant cette histoire. Effet très explicable, comme nous le dit Jules Verne, étant donné que la nature humaine glisse volontiers sur la pente des choses superstitieuses. Un billet de loterie, recueilli dans ces circonstances, avec ce numéro 9672, ne pouvait être qu'un billet prédestiné. Entre tous, n'était-il pas miraculeusement indiqué pour gagner le gros lot de 100 000 marks ? Ne valait-il pas une fortune ? Cette fortune sur laquelle comptait Holkamp ? Aussi arriva-t-il à l'auberge de très sérieuses propositions d'acheter ce billet à Hulda. Mais celle-ci refuse catégoriquement de vendre ce qui est pour elle la dernière lettre de l'homme qu'elle aime. Quant à Silvius Hogg, il ne veut pas croire en la mort de Hall. Il veut garder un espoir. Il obtient les pleins pouvoirs du gouvernement pour faire lancer des recherches. Il va à Bergen, rencontre l'armateur et les plus anciens capitaines du port pour prendre conseil. Il veut savoir où cette bouteille a été récupérée. En étudiant les directions des courants, les vents généraux, ne serait-il pas possible de retrouver le lieu du naufrage et peut-être, se dit Silvius Hogg. Pendant ce temps, à l'auberge, Dame Hansen a la très désagréable surprise de voir revenir Sandgoist, ce sans-gêne qui était déjà venu, on s'en souvient, il y a plusieurs semaines. Il veut devenir propriétaire du billet de loterie, et contre toute attente, malgré les supplications d'Hulda, Dame Hansen demande à sa fille de satisfaire aux exigences de ce triste personnage. La vérité apparaît soudain à Hulda et à Joël. Leur mère s'était jetée dans des spéculations qui n'ont point réussi. À bout de ressources, elle a offert cette maison en garantie d'un prêt. Et Sandgoist est précisément l'usurier de Dame Hansen. Si elle n'a pas remboursé le prêt dans les semaines qui viennent, Sandgoist en deviendra le propriétaire. En échange du billet, il offre la quittance de la somme due par Dame Hansen. Celle-ci, les mains suppliantes, à demi courbées, regardait, implorait sa fille. Hulda, désemparée, finit par donner le billet. Au retour de Silvius Hogg dans l'auberge, il découvre une famille en désarroi. Apprenant ce qui s'était passé, il voulut avoir une conversation avec Dame Hansen. Sérieusement, dit Dame Hansen, fallait-il refuser l'offre de Sandgoist, qui en fin de compte a payé 15 000 marks, cette cession d'un billet dont la valeur ne repose sur rien? Je vous le redemande. Fallait-il refuser? Oui et non, Dame Hansen. Ce billet
n'est rien qu'un billet qui a 999 999 chances de perdre contre une de gagner. Lui attribuez-vous donc plus de valeur parce qu'il a été trouvé dans une bouteille recueillie en mer? À cette question si précise, Silvius Hogg ne pouvait qu'être très embarrassé de répondre. Il ne voyait, lui, que le côté sentimental. Comment se termine ce roman de Jules Verne? Je puis juste vous révéler que Silvius Hogg insistera auprès d'Hulda pour qu'elle aille, comme le lui avait écrit Hall, à la séance de tirage de loterie. Le billet 9672 gagnera-t-il un lot, voire le lot principal? Sandgoïste, qui en fait espérait spéculer sur la valeur de ce billet avant son tirage, réussira-t-il son coup? Les recherches organisées par Silvius Hogg pour retrouver Hall donneront-elles un résultat? Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même la fin de ce roman d'amour. Ce roman est radicalement différent des précédents voyages extraordinaires. La science y est absente. Aucun grand voyage n'y est décrit. Mais ce territoire du Télémark, au sein duquel cette histoire se passe, est par contre bien connu de Jules Verne, au point que, pour la première fois, il écrit dans son roman qu'il a lui-même visité cette région de la Scandinavie. C'était en 1861. Cette auberge de Dame Hansen a d'ailleurs été utilisée par l'auteur des Voyages extraordinaires qui y signera le livre d'or. En réalité, ce récit romantique et bucolique de Jules Verne semble bien être tout d'abord un hommage à un auteur qu'il admire depuis sa jeunesse, Victor Hugo. On peut remarquer qu'il ne manque qu'une seule lettre au nom de Silvius Hogg pour être l'anagramme de celui de Victor Hugo. Par ailleurs, Silvius Hogg a 60 ans au moment de l'aventure d'un billet de loterie qui est censé se dérouler en 1862, l'âge même de Victor Hugo cette année-là. La liste des coïncidences est longue, telle celle du jour où Silvius Hogg faillit mourir dans la chute d'eau, un 22 mai, ce jour fatal de la mort de Victor Hugo en 1885, l'année même de l'écriture d'un billet de loterie.